Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Adrien Quatennens, qui est député LFI du Nord. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. 2 agents pénitentiaires tués à l'arme de guerre, 3 autres blessés, dont 2 très grièvement hier dans leur fourgon pénitentiaire attaqué pour libérer un détenu du nom de Mohamed Amra, multirécidiviste, multi-condamné, peut-être à la tête d'un trafic de stupéfiants, l'enquête le dira. Les agents pénitentiaires, des morts au travail, comme l'a écrit Mathilde Panot. Oui, d'abord, permettez-moi, Jean-Jacques Bourdin, ce matin, de vous dire que je me suis réveillé ce matin en pensant à ces enfants et ces femmes qui n'ont pas vu revenir le père de famille hier soir à la maison. Et je me suis dit que c'était quand même terrible d'imaginer que, pour des raisons dont on ignore encore réellement les causes, des gens ont décidé, en appuyant sur un bouton avec leur index, d'ôter la vie à 2 pères de famille, et notamment à un qui allait devenir père de famille. Voilà, sa femme qui est enceinte de 5 mois. J'ai d'abord une pensée pour elle, pour eux, et évidemment pour tous leurs collègues qui sont mobilisés aujourd'hui. Les images qu'on a vues hier sont d'une violence insoutenable, atroce, et j'espère de tout cœur que les forces de police qui sont mobilisées et que nous soutenons dans le travail qu'ils sont en train de mener vont les retrouver et que ces personnes seront rudement punies. Alors je crois qu'il y a d'abord le temps de la sidération face aux images d'une extrême violence qu'on a vue. J'entends des responsables politiques qui d'ailleurs n'ont pas attendu beaucoup de temps, qui au bout de quelques minutes déjà enclenchaient des polémiques politiques sur les plateaux de télé. On a parfois l'impression que... Mais qui ? Bon, écoutez, on a bien vu toute l'extrême droite, tout de suite, qui a d'ailleurs diffusé très largement les images contre l'avis du ministère de l'Intérieur, qui, si on les écoute, on a l'impression qu'en fait, à la tête du fourgon qui a été attaqué, M. Zemmour ou M. Bardella ou Mme Le Pen, eux peut-être auraient su quoi faire, quoi. Je trouve ça irresponsable, voilà. Les choses ne sont pas si simples que cela. Et ça mérite qu'on prenne le temps de regarder. Ce matin, il y a une mobilisation dans beaucoup d'établissements pénitentiaires. Je pense à tous leurs collègues, des agents de la pénitentiaire qui font un métier extrêmement difficile. Oui, qui demandent une réduction drastique des extractions, que toutes ces comparutions soient le plus souvent faites par visioconférence, etc. etc. D'abord, je pense qu'à ce moment d'unité pour dire il faut qu'on attrape les salopards qui ont fait ça et qu'on les mette hors d'état de nuire, première chose. Ensuite, évidemment, il y a des revendications syndicales. Jean-Jacques Bourdin, qui ne date pas d'hier, par exemple, on peut le dire, la mission de transfert pénitentiaire, transfert des prisonniers, c'est une mission qui avant incombait à la police et qui est passée des mains de la police aux mains du ministère de la Justice. Et depuis ce transfert, les agents disent qu'il manque de moyens. Et il y a déjà eu toutes sortes de circulaires, de tracts syndicaux qui disaient qu'ils n'avaient pas les moyens matériels et humains d'assurer ces transferts. D'autant plus que, comme vous le savez, il y a quand même la question de la surpopulation carcérale, et que donc qui dit surpopulation carcérale dit aussi beaucoup plus de ces déplacements. Et j'entendais ce matin une des agents pénitentiaires qui disait on peut imaginer notamment sur certains détenus dangereux, comme c'était le cas a priori de celui qui est recherché aujourd'hui avec ses complices, qu'on passe par exemple par des visios pour faire des rendez-vous avec des magistrats. Bon, voilà. Donc je pense qu'il y a évidemment des revendications à entendre. Est-ce que ces agents pénitentiaires sont morts au travail ? Je vous repose cette question. De fait, ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Oui, de fait. Mais rien ne justifie qu'on perde la vie au travail. Et même quand ce sont des travaux où il y a des risques, comme c'est le cas dans les métiers de la police, ou y compris des métiers de la pénitentiaire. Comment peut-on pleurer des victimes et continuer à fumer son joint ? C'est ce que disait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est une déclaration qui est absurde, ridicule. Voilà. Pourquoi ? Bon, d'abord, il y a peut-être, en effet, vous l'avez dit... En fumant, en consommant de la cocaïne, est-ce qu'on n'enrichit pas le trafic de drogue ? Si, de fait, bien évidemment. Mais à ce train-là, je veux dire, qu'espère le ministre de l'Intérieur avec des déclarations de ce type ? Qu'espère-t-il en disant que les consommateurs de cannabis, par exemple, seraient en quelque sorte complices de ce qui s'est produit hier ? Je veux dire, qu'est-ce que provoque utilement ce genre de déclaration ? Rien. À part faire du buzz à 7h40 le matin sur une chaîne de radio, ça ne produit absolument rien. D'abord, moi je vais dire une chose,
Bon, il reste à prouver. Moi, j'ai écouté avec attention la procureure de la République qui s'est exprimée en conférence de presse hier soir. Il est clair que le fugitif a un casier judiciaire extrêmement large. Pour l'instant, dans son casier judiciaire, il n'y a pas d'éléments qui permettent de faire un rapprochement direct avec le trafic de stupes. Mais vous avez raison, Jacques Bourdin, de dire qu'on a toutes les raisons de le supposer. Pour autant, dire une chose, je crois qu'il y a aussi un échec de la politique qui est menée contre le trafic de stupes. Hier, il y a un rapport parlementaire d'un sénateur sur le narcotrafic. Moi, je m'intéresse à ces sujets. Ce que je vois, c'est que partout en Europe, il y a en quelque sorte une législation qui est bien différente de la législation française, avec des résultats en matière de lutte contre le trafic qui sont sans doute meilleurs. Je crois que Gérald Darmanin n'a pas beaucoup de leçons à donner, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il mène sa guerre à la drogue avec des résultats piteux, on le voit bien. Oui, mais ce rapport préconise... Je l'ai sous les yeux. Un parquet anti-stup, une DEA, l'américaine, à la française, faciliter le recours aux techniques spéciales d'enquête, faciliter le recours aux repentis, injonction pour richesse inexpliquée et lutte contre la corruption, évidemment. Il y a sans doute vous partagez tout cela ? Il y a sans doute de bonnes idées dans le rapport. Je vais prendre le temps de le lire. C'est un rapport qui fait 600 pages, mais il y a sans doute de bonnes idées là-dedans. En revanche, il y a une chose dont moi je suis à peu près certain. C'est que la politique ultra répressive, tous azimuts, du consommateur jusqu'au gros bonnet du trafic que mène la France, est inefficace, Jean-Jacques Bourdin. Je crois qu'il faut bien voir distinguer les choses. Répressif avec les gros bonnets, avec les gros trafiquants ? Bien sûr que si, justement, vous avez raison. Pas avec les consommateurs. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je considère que les consommateurs de drogue doivent être considérés comme des malades à accompagner davantage que comme des délinquants. Pour ce qui est des consommateurs. De cannabis est un malade. Oui, je le crois. Oui, quelqu'un qu'il faut accompagner, soigner. Et d'ailleurs, Mais vous êtes favorable à la légalisation du cannabis ? Oui, pourquoi ? Vous dites c'est un malade, mais en même temps vous encouragez. En quelque sorte, vous permettez à ce consommateur de fumer. Ça vous apparaît comme contre-intuitif, mais Jean-Jacques Bourdin, la vérité aujourd'hui, c'est qu'avec la politique du tout répressif, nous n'avons pas les moyens de mener de véritables politiques de santé publique pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on met des œillères, le trafic à court. D'ailleurs, les policiers sont quand même bien situés pour nous expliquer que quand il y a un point de deal qui est démantelé, il y en a un autre qui instantanément quasiment se met en place. Je pense qu'on doit raisonnablement se dire que cette politique-là ne fonctionne pas. Si on a deux objectifs en matière de drogue, un, l'aspect santé publique, parce que les consommateurs, oui, se rendent malades de la drogue, c'est clair. Deux, l'aspect lutte contre le trafic, la délinquance et le grand banditisme qui mènent à des actions comme celles que l'on a vues hier. Eh bien alors, dans ce cas-là, il faut dire que oui, peut-être en effet, que le débat sur la légalisation doit être ouvert s'agissant du cannabis pour tarir le trafic. Partout où ça a été fait en Europe, le trafic recule et même la consommation. Regardez par exemple les résultats qu'ils ont eus au Portugal sur le sujet. Donc il faut voir ça. Ensuite, il y a la question des autres drogues, les drogues dures. Et là, il ne peut pas être question de légaliser la cocaïne, l'héroïne et tout ça. En revanche, dépénaliser, oui. C'est-à-dire sortir les consommateurs d'une logique de criminalisation. Dans beaucoup de pays en Europe, Jacques Bourdin, les consommateurs de drogue relèvent non pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Santé. En revanche, oui, mettre des moyens humain. Et vous savez qu'à certaines réformes, d'ailleurs des réformes qu'a réalisées Gérald Darmanin, sur la police judiciaire notamment, et les moyens humains de renseignement pour enquêter, des enquêtes de long terme, Jean-Jacques Bourdin, pas des opérations de place nette XXL où on dirait un film américain qui se déploie dans les cités, mais où le trafic reprend. Elles sont parfois des efficaces. Opérations de long terme. Elles sont parfois efficaces momentanément. Pardon de vous dire que quand on regarde les volumes et les quantités de drogue qui ont été interceptées dans ces opérations, franchement, quand on connaît la réalité du trafic, c'est peanuts, d'accord ? Donc je crois que plutôt que de faire des opérations coup de poing pour montrer qu'on s'emploie à faire quelque chose, mais sans résultat sur le long terme, il faut interroger nos politiques. D'abord, changer la politique vis-à-vis des consommateurs, mener des politiques santé publique et ensuite miser sur des moyens humains et notamment, j'insiste là-dessus, la police judiciaire, des moyens humains, du renseignement et du temps long. Adrien Quatennens, parlons de la Nouvelle-Calédonie. Si ça ne se calme pas, il y aura de nombreux morts. 2 morts déjà en Nouvelle-Calédonie. Il y aura de nombreux morts. C'est le haut-commissaire qui dit cela. Nouvelle-Calédonie, après les émeutes, ces commerces incendiés, ces voitures en feu, des habitants terrorisés dans plusieurs quartiers de Nouméa. À l'Assemblée nationale, adoption de la réforme constitutionnelle permettant aux résidents de plus de 10 ans sur l'archipel de voter aux élections provinciales. Les indépendantistes ne veulent pas de cette réforme. Vous non plus. Vous avez voté contre.
J'ai voté contre parce que nous avons voté contre, parce que nous considérons, et d'ailleurs que le gouvernement agit en pompier pyromane dans cette affaire. Gérald Darmanin porte une lourde responsabilité, Emmanuel Macron avec lui, sur les événements terribles qui sont en train de se passer à Nouméa et ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Puisque en quelque sorte, ce qu'ils ont fait hier avec l'adoption à l'Assemblée de ce projet de loi constitutionnelle, c'est déchirer les accords de Nouméa de 1998. Je pense qu'il faut quand même, pour vos auditeurs, réexpliquer un peu la situation en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a été pendant des années une colonisation de peuplement. C'est extrêmement violent. Et suite à des événements, on appelle des événements, en réalité ça a tous les ingrédients d'une guerre civile. Il y a eu les accords de Matignon en 1988, les accords de Nouméa en 1998. Mais vous ne le savez peut-être pas, enfin je pense que vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, mais aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies considère que la Nouvelle-Calédonie est encore un des territoires du monde à décoloniser. Donc le fait colonial en Nouvelle-Calédonie, je veux dire, il faut quand même le rappeler. Sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur place. Il y a eu, ces 25 ans, les accords de Nouméa, il y a eu 3 référendums depuis. Je vous pose franchement la question, Adrien Quatennens, est-ce qu'il faut accorder l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie? Il faut accorder la possibilité, en tout cas au peuple sur place, de s'exprimer dans des conditions dignes et justes. Il ne s'est pas exprimé lors du dernier référendum. Il n'a pas voulu voter. Les indépendantistes n'ont pas voulu voter. Revenons là-dessus. Moi, je vous pose franchement la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que se passe-t-il là? Il s'agit de priver de vote des Français qui résident sur un territoire français. J'imagine la Corse. Si des résidents métropolitains en Corse étaient interdits... Pardon de vous interrompre. Là, c'est mon tour de vous interrompre. Vote aux élections locales en Corse. Non, mais d'abord, Jean-Jacques Bourdin, vous ne pouvez pas comparer la Corse et la Nouvelle-Calédonie où il y a le fait colonial que j'ai cité précédemment. Non, mais... Je veux dire, expliquez... Pardon, Jean-Jacques Bourdin, pour beaucoup de Corses, il y a un fait colonial. Excusez-moi de vous le dire. Expliquer le contexte historique, ça ne veut pas dire excuser, y compris les violences qu'il y a sur place. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous êtes favorable à l'indépendance? Moi, je suis favorable à ce que les peuples s'autodéterminent. Voilà, tout simplement. Donc à l'indépendance, s'il le faut. Jean-Jacques Bourdin, dire les choses. Quel est le but absolu d'un responsable politique? C'est le retour à la paix civile. Et pas de voir l'embrasement qu'on voit sur l'archipel en ce moment. Et y compris, nous avons ce matin à déplorer, vous l'avez dit, 2 morts apparemment. J'avais l'information que d'un avant de venir sur ce plateau. Nous avons alerté hier à l'Assemblée. Nous avons dit au gouvernement... Il n'y a rien qui presse. C'est-à-dire que ce qui se passe sur place, Jean-Jacques Bourdin, c'est que depuis ces accords de Nouméa, il y a en effet 3 corps électoraux qui ont été constitués. Il y a celui pour les élections municipales et nationales, il y a celui plus restrictif pour voter pour le Congrès et les provinces de Nouvelle-Calédonie, et il y a celui encore plus restrictif pour se prononcer sur le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ce corps électoral doit évoluer. Et d'ailleurs... toutes les parties prenantes sont bien d'accord pour dire que le gel du corps électoral, avec les années qui passent, nécessite d'être revu. En revanche, Jean-Jacques Bourdin, les accords de Nouméa, ce sont des accords qui avaient 2 conditions. L'irréversibilité d'une part et le consensus. Le gouvernement vient de piétiner les accords de Nouméa. Et c'est, vous savez, l'hubris d'Emmanuel Macron, qui est en rupture avec tout ce qui a été fait par les gouvernements précédents, par M. Rocard. Sauf qu'il ne nous a pas échappé que les 2 leaders charismatiques, d'un côté Jacques Lafleur et de l'autre côté Jean-Marie Tjibaou, ont disparu. Encore une fois, moi je vous le dis, encore une fois, nous avons affaire là à l'hubris d'Emmanuel Macron, qui pense qu'il sait tout mieux que tout le monde et qu'il peut passer en force sur à peu près tout. Si le but c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie, alors il n'y avait absolument rien qui pressait. Évidemment que la question du corps électoral, c'est une question qui est fondamentale, mais que la nécessité, c'est un accord global. Et là, aujourd'hui, que fait Emmanuel Macron? Il est fondamental de permettre à des résidents français de voter à des élections locales dans le lieu où ils vivent. Personne n'est en désaccord avec ça, y compris sur place. En revanche, on peut faire les choses de manière... C'est faux. Les indépendantistes sont contre cela. Les indépendantistes aussi s'accordent sur le fait que le corps électoral doit évoluer. Mais on n'est pas obligé de le faire au forceps comme on le fait là. Jean-Jacques Bourdin, la réforme constitutionnelle qui a été votée hier à l'Assemblée, elle augmenterait le corps électoral de 14% d'un coup. Donc c'est comme si à l'échelle... Attendez, Jacques Bourdin.
C'est comme si à l'échelle de toute la France, vous rajoutiez en claquant des doigts 7 millions d'électeurs. Il ne s'agit pas de dire l'État doit céder. Mais vous défendez en Jean-Jacques France, Bourdin. Vous défendez le vote des étrangers aux élections locales. Écoutez, Jean-Jacques Bourdin. Franchement, je ne vous comprends pas. Si. Est-ce que vous défendez le vote des étrangers aux élections locales? Oui ou non? C'est une évidence. Mais Jean-Jacques Bourdin, donc vous rajoutez combien au corps électoral? Vous voulez la paix civile? Vous rajoutez combien? Vous voulez la paix civile? Est-ce que vous pensez que c'est donner la paix civile? Écoutez-moi. Un instant. De rajouter le vote des étrangers aux élections locales. Je pense que, comme moi, vous serez soucieux du fait qu'on concourt à l'explication, à la pédagogie et au retour au calme. Écoutez-moi, Jean-Jacques Bourdin. Mais j'ai besoin de réponse. Je vous donne une réponse. Il y a une solution à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. L'accord est possible. Sauf que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est une provocation. Il y a en effet, dans les accords de Nouméa, 3 référendums qui étaient prévus. Il y en a 2 qui se sont tenus. Et d'ailleurs, dans ces 2 qui se sont tenus, les loyalistes avait le nombre de voix qui diminuait, et en réalité, celui de 2021, il a été mis en cause parce que les indépendantistes l'ont boycotté à cause, vous le savez, on était en période du Covid. Écoutez, il y a des coutumes sur place, et notamment le deuil coutumier qui était à respecter. Et nous avons alerté en disant, vous devez reporter ce référendum. Quand vous avez plus de la moitié de la population du corps électoral qui s'est abstenu, ce 3e référendum n'a aucune légitimité, on le voit bien. Ce que je veux dire simplement, Jacques Bourdin, c'est qu'un accord global est possible et il est souhaitable. Mais en procédant de la sorte, Emmanuel Macron met en tension les acteurs en présence, alors qu'on peut trouver le chemin d'un accord. C'est quand même assez dingue qu'Emmanuel Macron, au lendemain du vote de l'Assemblée nationale, dise maintenant qu'on a voté et qu'il va y avoir cette modification du corps électoral, on peut discuter. Enfin, je veux dire, c'est absolument en rupture avec tout ce qui a été fait précédemment. On doit concourir à la paix civile. Et je vous le dis, nous par exemple, nous avons proposé que le corps électoral soit dégelé. D'abord, on passe par les natifs. On commence par ce point-là, et après le reste, on le remet à la discussion, y compris sur la question de la citoyenneté. On n'était pas obligé de passer au forceps sur quelque chose qu'on sait aussi inflammable. La preuve, ce qui se passe sur l'île, tout le monde le déplore. Et contrairement à ce que raconte Gérald Darmanin, personne à la France insoumise, ou nulle part ailleurs d'ailleurs, ne peut se satisfaire des violences, et évidemment que c'est terrible, et que le travail des forces de l'ordre sur place est extrêmement difficile. Mais je vous le dis, la responsabilité du gouvernement dans la situation en Nouvelle-Calédonie et dans le fait que cela parte en violence généralisée, sa responsabilité est immense. Bien, Adrien Quatennens, je voudrais parler de la Russie. Les troupes russes se sont repassées à l'offensive et se dirigent vers Kharkiv, qui est la 2e ville ukrainienne. Alors, comment faire reculer la Russie aujourd'hui? D'abord, il faut que l'aide que la France a promis à l'Ukraine, y compris l'aide militaire, soit assurée. Et intensifiée. En tout cas, que les promesses soient mais intensifiées. Intensifié sans doute, oui. En revanche, une chose est sûre, Jacques Bourdin, c'est qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Nous ne le croyons pas. Et les coups de menton qu'a donné Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs été contesté par la plupart de nos alliés, sur le fait de dire on envoie des troupes, alors prétendument c'était de l'ambiguïté stratégique. Expliquez-moi. Écoutez, je crois qu'encore récemment, Zelensky a dit qu'il y avait la place pour une discussion, et que la Russie était même prête à un cessez-le-feu. Donc je crois que ce qu'il faut faire... Vous avez entendu les Russes dire qu'ils étaient prêts à un cessez-le-feu? Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, disons les choses simplement. Franchement la question. Avez-vous entendu un seul responsable russe dire qu'il était prêt à la discussion? J'ai entendu récemment, y compris dans la bouche des autorités ukrainiennes, le fait que la discussion était possible. Des Russes, moi, je vous parle pas des Ukrainiens. Oui, les Russes, je vais y venir. Il y a même des initiatives internationales, notamment une réunion qui aura lieu prochainement, je crois, en Suisse, qui doit statuer cette question. Jean-Jacques Bourdin. En fait, il y a 2 options. On va faire simple. Il y a 2 options. Les Russes. Vous voulez le retour de la paix en Suisse? Vous voulez le retour de la paix, comme nous tous. Vous voulez pas de la guerre généralisée, comme nous tous. Non, mais je veux de la réalité. Faisons la réalité. Il y en a que 2 de réalité. Et n'importe quel spécialiste en géopolitique vous le dirait. Je sais que vous recevez bientôt M. Dominique de Villepin, vous allez pouvoir lui en parler. Il y a 2 réalités possibles. Soit une escalade militaire, c'est l'option... à laquelle se prépare Emmanuel Macron. Alors, attendez, c'est-à-dire que si on arme l'Ukraine et si on renforce le soutien à l'Ukraine, c'est une escalade militaire ou pas? Non. En revanche, si on envoie des troupes au sol, non mais faites pas semblant de pas comprendre. Qui va envoyer les troupes au sol? Qui? Si vous posez des questions, Jacques Bourdin, il faut que vous supportez d'écouter les réponses. Donc juste un instant, laissez-moi parler. Un instant. Il y a deux options. Soit on va sur l'envoi de troupes et on engage plus avant la France dans ce conflit. Nous pensons que ça n'est pas la bonne option et ça n'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'on doit continuer à soutenir l'Ukraine, ce que nous souhaitons évidemment, mais jusqu'à un point de limite
qui est le fait que la France devienne elle-même co-belligérante face à une puissance nucléaire. Vous voulez pas d'une guerre nucléaire? Je crois que personne ne la souhaite. La deuxième option, Jacques Bourdin, ne vous en déplaise, elle est une option diplomatique. À la fin, ça va se terminer de toute façon ça ne me déplaît pas. par une discussion et la nécessité pour les territoires contestés d'avoir un vote où les populations se détermineront. Je veux dire, si vous voyez une troisième option, dites-la moi. C'est moi qui vous écoute, Jacques Bourdin. Moi, je n'en vois pas. Ça sera soit la diplomatie, soit l'escalade guerrière. Je préfère la diplomatie. Bien. Comment votre candidate Manon Aubry peut-elle affirmer que la Russie n'a pas marché sur Kiev? Pardon? Ben oui. Comment votre candidate Manon Aubry, hier, dans une émission de télévision ou avant-hier, peut affirmer que la Russie n'a pas marché sur Kiev? Écoutez, Manon Aubry, comme toute la France insoumise... Je vous pose la Bourdin. question. Oui, vous me posez la question et moi je vous donne la réponse. Manon Aubry, comme toute la France insoumise, depuis la première heure de l'agression, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en contrevenant à tout droit international, a été condamnée. Et nous condamnons évidemment l'agression russe. Il n'y a qu'un agresseur. Elle s'est trompée alors. Mais je ne sais pas ce qu'elle a dit, vous me sortez une phrase comme ça. En tout cas, il y a absolument dans la bouche de Manon Aubry, comme de n'importe qui à la France insoumise, pas la moindre ambiguïté sur le fait que l'action de la Russie est une action qui contrevient à tout droit international, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre dans cette situation et qu'il devra répondre de ses actes, nous l'espérons. Vous le comparez à Benjamin Netanyahou? Deux criminels de guerre ou pas? Je ne pense pas que ce soit... nécessaire de faire ce genre de comparaison. Non, mais une chose est sûre, en tout cas. Je vous pose la question autrement. Est-ce que Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre? Ça, c'est une évidence. C'est une Donc, évidence. vous les comparez. En tout cas, ce qu'a de certain, Jean-Jacques Bourdin, c'est que désormais, il faudrait qu'on inverse un peu le questionnement sur la situation au Proche-Orient. Moi, j'en ai assez de devoir sans cesse me justifier de mes positions sur la cause palestinienne. Je pense que maintenant, il faudrait que vous autres, les journalistes, vous posiez clairement la question à ceux de droite, de la Macronie, de savoir si oui ou non, clairement, et sans ergoter, oui ou non, condamne-t-il le massacre de 40 000 civils à Gaza. Parce que, pour ce qui nous concerne, Jacques Bourdin, nous n'avons jamais hésité à condamner les actions du Hamas sur le sol israélien qui ont tué plus de 1000 personnes contre les Palestiniens. Et a demandé la libération contre les actions des otages du Hamas et contre aussi le peuple palestinien. Bien sûr. D'ailleurs, il serait peut-être bon aussi de rappeler à votre micro, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, que Benyamin Netanyahou, à la tête d'un gouvernement d'extrême droite suprémaciste, a clairement joué la carte du Hamas sur la scène internationale en disant que souffler dans les voiles du Hamas permettait d'empêcher l'émergence d'une autorité palestinienne légitime et donc un État palestinien. Et moi je vous le dis désormais, assez discuté, assez ergoté. À l'heure où toutes les 10 minutes un enfant meurt ou est blessé à Gaza, des enfants, Jean-Jacques Bourdin, des bébés, pas des membres du Hamas. C'est un massacre de masse qui se passe en direct sous nos yeux. Vous avez des instances internationales qui parlent de risques génocidaires. Que fait Emmanuel Macron? Quand va-t-il se décider à mettre un embargo sur la livraison d'armes à l'État d'Israël? Quand va-t-il décider de reconnaître l'État de Palestine? Je veux dire, ça fait maintenant plus de 6 mois que les instances internationales se sont prononcées et leurs décisions font injonction à tous les pays signataires de la Convention internationale contre le génocide, non pas de parler, mais d'agir. Qu'attend-on? Et moi, j'en ai assez que dès qu'on soutient la cause palestinienne, dès qu'on dit qu'il faut la reconnaissance de l'État de Palestine, on serait taxé de je sais pas quoi, d'antisémitisme. On doit pouvoir, Jean-Jacques Bourdin, dénoncer... Vous avez parlé de résistance. Hein. Non, mais attendez. Vous avez parlé de résistance qu'une partie du peuple palestinien pense que ce qui a été fait le 7 octobre est en réaction à la colonisation. C'est un acte de résistance. C'est un acte terroriste. Voilà, oui. C'est clair. C'est pas un acte de résistance, on est bien d'accord. Mais par contre, Jean-Jacques Bourdin, on doit bien dire une chose, c'est que le 7 octobre, il n'est pas tombé du ciel, d'accord? Il y a quand même là aussi une histoire longue. Donc le 7 octobre, la responsabilité est partagée, Adrien Quatennens. Le 7 octobre, la responsabilité est partagée. La responsabilité du 7 octobre incombe entièrement à ceux qui ont décidé de massacrer des Israéliens. Ça, il n'y a pas de doute. En revanche, comme contextualiser, expliquer, comprendre n'est pas excusé. Il faut dire que le 7 octobre ne vient pas de nulle part et que depuis des décennies, Israël ne respecte pas le droit international, colonise des territoires, fait souffrir une population. Les Palestiniens, le Hamas avait donc le droit de se défendre. Non, pas de cette manière-là.
Il est évident que des crimes contre des innocents, quels qu'ils soient, sont des crimes de guerre et devront être jugés. Mais ce que je veux dire, c'est que il est insupportable dans le débat public de considérer que tout a commencé le 7 octobre. Vous le savez, ça n'est pas vrai. Il y a une colonisation, quelque chose qui a duré depuis longtemps, et maintenant, la France doit agir sur cette question. Alors, j'ai une dernière question. Vous avez lu la tribune dans Le Monde hier de ces 100 femmes qui demandent une nouvelle loi sur les violences sexuelles, sur les violences sur l'inceste, etc. Vous avez lu? Oui, tout à fait. Vous approuvez? Tout à fait. Oui, je pense qu'il faut des moyens supplémentaires, en effet, pour toutes les personnes qui sont victimes, pour pouvoir accueillir la parole des victimes, pour pouvoir la traiter. Vous savez, moi, Jean-Jacques Bourdin, compte tenu de mon histoire personnelle, j'ai eu notamment à travailler avec certaines de ces associations, y compris les associations qui travaillent avec des personnes qui ont été mises en cause. Et elles manquent cruellement de moyens. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il y a des discours et il y a aussi les moyens nécessaires et que sur ce sujet, même si je ne me considère pas comme étant le plus légitime pour en parler, je pense que oui, il faut des moyens supplémentaires. Pourquoi et que vous n'êtes pas le plus légitime? Pourquoi ne seriez-vous pas le plus légitime pour en parler? En tout cas, certains pourraient le penser. Voilà. Et je respecte le fait qu'on puisse le penser. Merci Adrien Quatennens d'être venu nous voir ce matin. On n'a pas beaucoup parlé des élections européennes du 9 juin quand même. Oui, mais l'actualité, pardon Adrien Quatennens, mais l'actualité nous guide. En tout cas, une chose est sûre, si vous me permettez de le rajouter, si vous voulez voter pour la paix, le vote pour la paix le 9 juin, c'est le vote de Manon Bry. C'est aussi le vote pour le pouvoir d'achat, pour une forme de protectionnisme en Europe. Mais je crois que c'est urgent de dire qu'il y a un bulletin de vote pour la paix le 9 juin prochain. Bien, merci beaucoup. Il est 9h. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite.